Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode, le premier vrai épisode de Bip Bip. L'épisode d'avant était l'épisode 000 où je présentais ce que je voulais faire du podcast, quelles étaient mes raisons, etc. Et là, on est réellement dans le premier épisode où, bah, ça y est, on y est. Je vais faire le point sur mes objectifs, ce que je compte faire, sur ma thèse, l'entreprise et en termes de développement personnel. Donc on va commencer directement avec la thèse. Alors, par rapport à la thèse, en fait, je suis dans un cas particulier où j'ai commencé à faire de la recherche euh, il y a déjà quelques années maintenant, donc 2 ans. Et donc en fait, j'ai des études qui sont en cours et qui sont de près ou de loin associées à ma thèse. Et justement, il y a une question sur quels sont les articles qu'on va mettre ou pas dans la thèse, parce que je peux très bien faire des articles scientifiques où j'aurai mon nom dessus, mais qui ne seront pas forcément inclus dans la thèse, je veux dire, ni dans la réflexion de la thèse, ni dans le manuscrit, parce qu'on peut faire une thèse sur article, où la thèse est constituée, donc c'est 300-500 pages, qui est constituée d'articles scientifiques qui ont été publiés dans des journaux, où on peut faire une thèse pas forcément sous article. Et donc là, c'est 300-500 pages orientées par la problématique et une structure un peu plus générale. Donc moi, je vise plutôt une thèse sur article parce que ça mène à pouvoir être enseignant-chercheur. Et je veux pas me fermer la porte. Et bah, je fais de la recherche, donc il faut faire des articles scientifiques. Je le vois un peu comme mon métier et comme le fait que ce que je dois produire, c'est des articles scientifiques. Donc un maraîcher vend des fruits et moi je vends des articles. Donc voilà. Le but c'est de faire des articles. J'ai largement de quoi en faire. En fait, je suis sur 4 articles on va dire en même temps, mais bon, c'est beaucoup de flux tendu. C'est là, on fait la donnée, on gère les données de l'étude 1, on écrit l'intro de l'étude 2 pendant qu'il y a la rédaction de l'étude 3. On attend le retour d'un des co-auteurs pour telle étude, etc. Mais voilà, globalement, j'ai la possibilité de sortir trois articles sur lesquels je travaille en ce moment, et malheureusement sur lesquels je travaille depuis pas vraiment 2 ans, puisqu'au début c'était je travaillais puis j'ai récolté les données, mais bon, depuis une grosse année, on va dire que je suis théoriquement capable de sortir les articles, mais je fais face à beaucoup de difficultés. Euh, Il y a la difficulté du fait de tout simplement les 2 années que j'ai passées à chercher un financement de thèse tout en travaillant sur ces articles. Bah, forcément, on perd un peu de temps, on met de l'énergie et du temps dans d'autres choses, donc trouver du financement, mettre du sens et de l'organisation dans sa vie, déménager, voilà. Donc ça m'a fait perdre pas mal de temps. Il y a aussi le fait d'être assez seul sur le sujet de la confiance, en tout cas en France. Ce qui fait que j'ai pas énormément de personnes sur qui compter pour être relu ou pour échanger sur mes idées. Et donc c'est un challenge en plus. Mais voilà, du coup j'ai pour objectif dans l'année, mais en fait l'année c'est pour être large. Enfin, là c'est vraiment premier trimestre. Il faut que je sorte les articles sur lesquels je suis en train d'écrire. Je vais commencer par pas trop détailler mes articles, mais plutôt la stratégie, mes problèmes. Je pense que je peux aborder des choses qui me sont propres, mais je dois vérifier en fait à quel point je peux divulguer les informations sur mes hypothèses, nos résultats, etc. Par défaut, je pense que vaut mieux éviter. Donc, ce sera plus une explication de où j'en suis, de quels sont les challenges. Par exemple, j'ai un article, j'ai un problème avec des stats, je peux très bien vous dire avec quelles statistiques, mais voilà. Je vais essayer d'être un petit peu évasif au début, tout en quand même apportant du contenu. Mais bah tiens, c'est un point sur lequel avancer, euh, savoir ce que j'ai le droit de dire ou non. Dans cette stratégie de building public, bah, on reste dans le domaine de la santé, donc il y a des informations qui sont euh,
anonyme. Bon, même si évidemment je vais pas divulguer d'informations de santé des patients. Mais voilà, on est quand même dans un domaine qui est un petit peu limite par rapport à la protection des données, et c'est normal. Et encore plus la recherche, bah, on est censé avoir des idées qui sont novatrices et attendre de les publier avant qu'on nous les pique, on va dire. Même si je sens que la psycho est peut-être un domaine un petit peu moins compétitif sur ce plan-là. Mais bref, je demanderai à ceux avec qui je travaille à quel point je peux parler vraiment précisément de mes recherches. Et dans ce cas-là, je le ferai, mais pour l'instant, je vais rester assez général et apporter du contenu surtout sur le mécanisme de la recherche et les à côté que réellement mes questions de recherche. Dans tous les cas, ça risque de bassiner tout le monde, donc bref. Euh, où j'en suis dans mes articles, en fait, il y en a un qui m'embête, qui a été renvoyé, c'est la quatrième fois, je crois, par le journal. Donc, pour expliquer, on écrit un article, donc d'abord on a une idée, ensuite on monte une expérience. Donc moi c'était des entretiens, je fais des entretiens, on analyse les entretiens avec une certaine technique d'analyse. Moi c'est de l'analyse du discours. Et on répond à une question, ou on avance quelque chose sur un point. Donc moi c'était plutôt exploratoire par rapport à la confiance. Et c'était pour expliquer de quoi était constituée la confiance dans le discours de ceux à qui on demandait. Voilà, normalement j'étais assez évasif pour écarter les pistes, mais assez concret pour que vous ayez un peu une idée de ce que je fais. Et donc cet article, c'est lié à ma première mission que j'avais fait euh, en master. Donc ça fait déjà 2 ans qu'on a récolté les données. Et quasiment un an en fait qu'on sait déjà ce qu'on veut dire, qu'on a déjà écrit, qu'on a essayé de le publier en français puis en anglais, mais il passe pas. Donc voilà, premier échec, je sais pas si c'est un échec, mais première problématique de la recherche, en tout cas ce que je vis, un article qui passe pas. Donc un article qui passe pas, ça veut dire que on l'a écrit, donc voilà, j'ai l'idée, je fais les données, je fais les analyses, et on écrit un papier, donc un document Word globalement, sur lequel bah, on met tout ça, on introduit pour que les gens comprennent sur quelle base théorique on se base, on explique la méthode, ce qu'on a fait, les analyses qu'on a réalisées, les résultats, et ensuite on conclut globalement qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce que ça apporte à la littérature en général. Donc c'est mon premier article scientifique, donc c'est pas étonnant de pas être accepté, mais enfin plus précisément c'est pas étonnant d'être discuté, parce que c'est même le but de la recherche en fait. Quand on a écrit un article, on va voir un journal qui est comme l'équivalent du Monde dans la presse, mais c'est une presse on va dire scientifique. On leur dit voilà, j'ai tel article, est-ce que vous voulez bien le relire? Et donc là, il y a euh, quelqu'un qui va l'envoyer à d'autres scientifiques dans le monde où on partage des thématiques similaires. Et moi, je vais pas avoir leur nom, eux vont pas avoir mon nom, et ils vont lire mon article, ils vont dire critiquer, soit acceptable, soit non acceptable, soit, et c'est très souvent le cas, acceptable, mais voilà, faudra faire un changement mineur, un changement majeur. Ensuite, une fois qu'ils ont donné leur avis, moi je peux dire ah non mais le changement majeur qu'ils me demandent, je peux pas le faire. Par exemple, refaire toute une expérience pour prouver un point, etc. Et dans ce cas, on a le droit de se retirer. Mais voilà, c'est à peu près globalement le processus pour être publié. Bon, je préciserai de toute façon, bah, je vais comprendre de mieux en mieux et puis je préciserai au fil des épisodes. Mais là, c'est pour faire un premier point. Et donc, moi, ça fait 4 fois que la personne qui est censée l'envoyer à d'autres chercheurs me refuse directement. Alors, il faut savoir que, de ce qu'on m'a dit, c'est assez rare comme refus. Enfin, généralement, bon, on te permet quand même d'être lu. Et après, s'il y a plusieurs professionnels, enfin, scientifiques qui te disent que ton article est pas recevable, bah voilà, là au moins tu as un retour. Mais là, le fait que la première porte, en gros, soit fermée à chaque fois, pose des questions. Donc, il y a plusieurs causes possibles au fait d'être refusé directement avant même d'être lu. Bah, je suis pas certain de laquelle est vraie. Il y a bah,
premièrement, c'est possible que l'article soit mauvais, ou enfin mauvais, c'est-à-dire mal écrit, qu'on comprenne pas où on en vienne, ou qu'il y a un gros défaut scientifique. Par exemple, une grosse démarche scientifique, on n'a pas posé une hypothèse claire, on répond pas clairement à l'hypothèse, où il y a un manque de logique, où on a tellement mal expliqué le cadre théorique que la personne ne comprend pas où on veut en venir et ça mérite même pas d'être lu. C'est possible, et c'est même possible pour cet article-là. Euh, je vais, je vais détailler, après je vous dirai ce que je pense être là ou les raisons. Ensuite, ça peut également, on peut être refusé directement s'il n'y a pas de relecteur disponible. Euh, donc, si on fait un article très très spécifique sur un sujet sur lequel il n'y a pas d'expert, et bah, le journal il n'aura pas dans ses contacts des gens qui sont capables d'être critiques et compétents sur l'article en question. Et il y a aussi des raisons de ligne éditoriale, on va dire, des journaux qui sont spécifiques sur une population, spécifiques sur un type de données ou de sujets. Et là, pareil, ils peuvent dire, bah, votre article est bien, mais bah, vous parlez, je sais pas, des jeux vidéo, et nous, on est spécialisé sur les voitures, donc c'est pas possible. Voilà à peu près. Ensuite, quatrièmement, il y a ceux qui ont des reviewers, donc des gens qui sont compétents et qui pourraient relire le journal, mais qui ne sont pas disponibles, et ils sont surchargés, et du coup ils préfèrent des articles avec une meilleure portée, ou qui enfin, voilà, c'est donc soit ils n'ont pas de temps, soit l'article est bien, ils auraient des reviewers, mais voilà, ils veulent quelque chose qui a une meilleure portée. Donc si le truc est trop spécifique, ils peuvent croire, enfin en fait vouloir un article un peu plus euh, qui tape à l'œil, on va dire. Donc on va préférer, je sais pas, un article sur comment soigner le cancer, plutôt que comprendre la variable X de la dimension Y de la confiance. Et donc pour ma part, et bah pour moi c'est un peu de tout. Je dis ça peut-être parce que je suis pas sûr du résultat, mais je pense que en fait la confiance est un sujet assez spécifique, et il n'y a pas beaucoup de reviewers dessus. Et en fait moi j'ai déjà je travaille sur ce sujet-là, et en plus j'ai employé une méthode, l'analyse du discours, qui est pas très répandue. Donc moi, allez, pour me mouiller un peu, je mettrais plutôt ça sur le fait que on trouve peu, voire pas, de personnes qui sont susceptibles d'être compétents et critiques sur cet article. Je pense aussi que il est très spécifique, parce que moi c'est sur une population précise, et puis voilà, peut-être que c'est un peu trop précis. Je pense pas qu'il soit extrêmement mal écrit. Évidemment qu'il est discutable, mais extrêmement mal écrit au point qu'il ne nécessite même pas une relecture et qu'on me dise non 4 fois d'affilée. J'y crois pas. Et j'y crois pas parce que je suis le seul, j'y crois pas parce que je l'ai pas écrit tout seul, je l'ai écrit avec des enseignants-chercheurs. C'est la version, je sais pas, 10, 20, enfin largement plus de 15. J'ai été relu plusieurs fois, on a été traduit, la traduction a été suivie par un traducteur professionnel, officiel. Enfin, officiel, il n'y a pas vraiment d'officiel, mais je veux dire, c'est son travail. Et donc, peut-être que c'est mal présenté, et que peut-être, justement, pourquoi je suis un petit peu sur toutes les raisons, c'est peut-être une intrication de tout. Voilà, on trouve pas beaucoup de reviewers, peut-être que le truc est pas très bien ficelé, et du coup, c'est un peu compliqué. Plus, on n'est pas sûr d'avoir quelqu'un. Bon, allez, on te le renvoie. Donc voilà, grosse question, gros challenge futur de comprendre ça, et puis qui passe en fait, parce que ce serait mon premier article en premier auteur. C'est important l'ordre des auteurs dans la recherche, donc être premier auteur, c'est un premier poids, et puis voilà, pouvoir dire, ça y est, j'ai écrit un article scientifique sur la confiance. Il me tarde de le faire parce qu'en fait il est prêt. C'est pas, je veux pas, je fais pas la course à la publication, mais quand c'est prêt, il faut que ça sorte quoi. Surtout il y a pas grand chose à changer. On n'a pas envie de le modifier parce qu'on s'est mis d'accord avec tellement de chercheurs et l'avis de tout le monde qu'il nous semble bien comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le resoumettre à un autre journal, et on va recommencer jusqu'à ce qu'il soit accepté globalement. Ensuite, par rapport à la thèse,
j'ai une autre difficulté qui peut être intéressante parce que ça arrive pas souvent de ce que j'ai compris. En fait, me base sur la thèse d'un ancien étudiant, et avec son accord évidemment, je m'en resserre et je le reficelle pour faire un article à part entière. Donc ça veut dire que avec ces données, mais en fait plutôt avec les trois quarts de ces données et les trois quarts de ce qu'il a écrit pour sa thèse, je le refais, je l'utilise, je le traduis et on fait un article. Et donc je découvre mon déploiement de compétences qui est assez différent entre rafistoler, enfin je vais dire rafistoler et ça, on dirait que la thèse est pas bonne, c'est pas du tout ça, mais je veux dire reprendre ce qui a déjà été fait et refaire un mélange qui correspond à une hypothèse un peu différente et à une recherche un peu différente, plutôt que d'écrire en partant de rien. Et du coup, bah, c'est compliqué, comme vous pouvez vous en douter. Euh, Ça pose des problématiques parce que en fait, moi ce que je vis, c'est il faut avoir une vue d'ensemble de A à Z de l'article. Parce que d'abord on lit la thèse et ensuite on se dit ok, qu'est-ce que j'en fais. D'accord, si je fais ce type d'article là, ça va nécessiter telle partie, telle partie. Est-ce que lui l'a fait dans sa thèse? Est-ce qu'il a des données? Est-ce que je pourrais refaire des analyses sur ces données et ce serait logique? Parce que en gros je construis une échelle de mesure. Et quand on construit une échelle de mesure, il faut faire tel type d'analyse, tel type de sous-analyse, etc. Et la personne qui a écrit la thèse, c'était pas forcément son objectif de créer une échelle de mesure validée selon les processus classiques. Et du coup, je dois rajouter une étude. Donc en fait, je prends un peu de ces données, puis j'en ai rajouté. Et en fait, là où, évidemment, normalement, un article, on a une vue globale, mais on peut l'écrire en le faisant, et puis on a une hypothèse. Là, je prends limite une hypothèse qu'une personne avait eue avant, et moi j'en ai une autre, mais j'ai les mêmes données. Alors, je sais pas si ça ressemblera en le disant à de la falsification, etc. C'en est pas du tout. Ce que je fais, je peux me le permettre théoriquement, je peux l'expliquer. C'est juste que justement, en regardant les données, je me suis dit ah mais en fait ça, avec ces analyses-là, on peut montrer ça. Donc je détourne pas ce que la personne a fait avec sa thèse. Je m'en sers et je me dis ça peut me servir, ça pas pour le moment, etc. Donc assez compliqué. Et là, le problème que j'ai eu, en fait, c'est que bah, justement, vu que c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble, euh, et bah, je pensais utiliser ce qui a été écrit dans la thèse d'une telle manière. Et à force, en faisant des premières versions, on s'est dit, donc quand je dis on, c'est ma directrice de thèse, je suis pas tout seul à tout faire. On s'est dit qu'on devrait plutôt tourner d'une autre manière. Mais donc, toujours avec quelque chose qui est justifié théoriquement, statistiquement, etc. Mais enfin, plusieurs analyses peuvent mener au même résultat et plusieurs questions peuvent être répondues avec les mêmes données. En fait, c'est ça le sujet. Et donc, voilà, on a changé de langue pour qu'il soit plus clair et surtout plus proche de ce qu'on croit théoriquement. Et on a changé d'avis, sauf que on a changé d'avis après qu'on ait lancé une expérience en plus qui nous permettait de faire l'étude complémentaire à ce qu'on pensait faire avant. Alors je ne sais pas si c'est clair, mais globalement, déjà que je rafistolais avec une thèse déjà faite, là je rafistole avec mes idées que j'avais eues avant. Donc peut-être que j'aurais pas fait exactement les mêmes choix de variables, etc. Et que là, vu qu'on raconte une nouvelle histoire, voilà, je joue avec le passé pour faire une histoire cohérente, qui a du sens théoriquement, qui tient la route statistiquement, et en faire un article. Et en plus, comme j'aime bien la difficulté, c'est un multi-study report, ça veut dire que c'est plusieurs études en une, et ça veut dire que en gros, l'ordre d'idée, c'est une trentaine de pages. Enfin là, je suis déjà, je crois, à 30 pages, et j'ai pas fait la conclusion. Alors qu'un article, enfin normal, ça peut être plutôt, c'est plutôt du 6-12 pages, globalement. Voilà, donc en plus c'est conséquent et il y a plusieurs études et du coup il faut bien garder en tête là où on voulait en venir. Et voilà, assez compliqué.
Euh, la difficulté que j'ai eue en plus sur cet article, c'est au niveau des analyses factorielles. Donc une analyse pour comprendre la dimensionnalité de concepts et de variables et de construits. Et surtout vérifier comment s'organisent en fait les données en dimensions et en sous-dimensions. Et ce sont des analyses de stats assez complexes qu'on apprend assez tard en psycho en tout cas. Moi, c'est quelque chose qu'on a commencé à m'apprendre, je crois, les 3 derniers cours de master. Donc après, bon, j'avais pris l'habitude de prendre un petit peu d'avance sur mes cours, etc. Donc je vois ce que c'est, mais globalement, quand on doit écrire un papier dessus en utilisant du coup un nouveau logiciel qui s'appelle Amos pour les connaisseurs, qui est un logiciel de stats, donc par définition qui est horrible à utiliser. Je dois apprendre des stats, un nouveau logiciel, et coller tout ça à un rafistolage de quelqu'un qui a fait une thèse, et puis de mes idées dans le passé. Voilà. Donc je dois faire un bel article avec ça. C'est mon objectif du mois globalement. Ce mois-ci, de toute façon, il faut que j'ai euh, une version finale des 3 gros articles qui sont en cours, parce que le but c'est de me vider la tête. C'est des projets sur lesquels je suis depuis 2 ans et de vraiment embrasser totalement mon sujet de thèse et de recommencer des nouvelles expériences avec des nouvelles données. Euh, voilà, j'ai pas très envie de parler de mon 3e article parce que je suis pas vraiment dessus justement. J'ai déjà les 2 autres. Là, j'essayais mettre une grosse pression pour finir l'article où je reprends la thèse. Maintenant que j'ai vu, donc pendant mes vacances, que le premier article avait encore été refusé à la première étape, voilà, là déjà pendant 2 semaines, ça va être resoumettre et donc refaire des petites modifications du premier article à un nouveau journal et avoir une version finale ou au moins. Non, mon objectif de base c'était d'avoir une version finale euh, avant mes vacances déjà, donc en 2023. Là, j'ai eu mes premières difficultés au niveau des analyses, donc mon objectif de la semaine, c'est d'être au clair sur les analyses et le logiciel, et au clair de comment je veux vendre les résultats. Ce sera déjà bien. Et je pense que la semaine prochaine, l'objectif sera de d'écrire. Et voilà, je pense qu'on est sur un objectif fin janvier d'avoir une belle première version finale de ce 2e article. Et espérons une soumission qui passe au moins à l'étape 2 pour le premier article. Et puis je vous parlerai du 3e pour un autre épisode. Voilà pour la thèse et les objectifs. En ce qui concerne l'entreprise maintenant, donc pour rappel, j'ai décidé de former les professionnels de santé sur la relation de confiance entre les professionnels et les patients, mais aussi l'alliance thérapeutique, la motivation à soigner, l'adhérence thérapeutique, etc. Donc en quoi la relation entre ces 2 personnes peut améliorer le soin. Donc je suis auto-entrepreneur réellement depuis 2019. Et ça fait 6 mois que j'ai décidé d'autofinancer la thèse sur ça. Pour l'instant, j'ai des rentrées d'argent qui viennent de la recherche, donc je fais de la recherche pour la structure. J'essaye d'être évasif encore une fois. Parce que, bon, faut savoir, je fais une aparté, si je dis des noms de structures ou de personnes, c'est que je leur ai demandé. Donc si je le dis pas, c'est que c'est pas forcément qu'ils disent non, c'est que j'ai pas demandé. Donc étant donné que j'ai pas demandé, voilà. Je travaille toujours avec la même structure avec laquelle je devais faire ma thèse. Je fais de la recherche pour eux en tant qu'indépendant. Et pour l'instant, c'est ce qui me fait vivre. Donc par rapport, mais ça va pas durer. Et par rapport à ce que je compte faire en plus, c'est des formations. Et ces formations, je suis au tout début. J'ai pas gagné 1 euro, 1 centime avec ces formations.
Et donc, je suis en train de tout créer. C'est là où le building public prend tout son sens. Là où j'ai commencé, c'est mon personal branding. Donc j'ai commencé sur LinkedIn, j'ai fait un post en mettant en avant mon parcours pour m'inscrire en thèse, qui a très bien fonctionné par rapport à ce que je connaissais de LinkedIn et mes posts d'avant. Et ça m'a amené beaucoup de contacts, donc j'en suis extrêmement satisfait. J'ai pu parler à beaucoup de personnes, j'ai des visios qui se sont mises en place, d'autres qui arrivent, des possibles partenariats, voilà. Beaucoup de gens étaient intéressés par ma thèse, donc je me suis dit que enfin j'avais peut-être trouvé le sujet qui pouvait intéresser et donc potentiellement vendre sur ce sujet aussi. J'en ai profité du coup pour ouvrir un Calendly pour organiser mes visios parce que c'est vrai que moi qui n'ai pas l'habitude d'en faire, je préfère organiser pour essayer de tout mettre certains jours de la semaine parce que déjà ça me stresse un petit peu et en plus ça me muse cognitivement, on va dire. Peut-être, c'est d'ailleurs peut-être lié au stress, mais étant donné que voilà, je sais que ça me prend un petit peu la tête, que j'y pense, que je prépare les rendez-vous quand même, etc. J'ai décidé de les mettre les mardis et mercredis après-midi. Et comme ça, je sais que le reste de la semaine, je peux globalement faire ma recherche, mes recherches, et sinon avancer sur l'entreprise, sachant que j'ai déterminé les lundis comme étant le jour réseau. Donc les podcasts sont enregistrés et seront enregistrés les lundis, à part si je change d'organisation. Et puis voilà, je fais tous mes posts de la semaine, je fais le gros de mes demandes LinkedIn. Le lundi et je me laisse une petite marge pour ajouter ceux avec qui je discute ou ceux sur qui je tombe dans mon feed. Donc voilà, je suis dans une phase de prise de contact qui est très intéressante et importante. Intéressante pour moi par rapport aux découvertes des personnes que je fais parce que ça m'aide à rentrer dans un réseau et surtout de comprendre un milieu parce que je connais la confiance, je connais un peu la recherche, un petit peu. Euh, mais la confiance dans la santé et surtout la confiance dans la santé, ça va aussi. Mais la formation en santé, c'est surtout ce point-là qui est en fait, c'est un milieu. C'est un nouveau milieu dans lequel je rentre. Donc dans chaque milieu, il y a des acteurs, il y a des codes, il y a des manières de communiquer. Mais d'ailleurs, c'est ce que j'aime bien, parce que c'est pas la première fois que je rentre dans un milieu, mais je trouve que beaucoup d'idées dans beaucoup de disciplines, sous-disciplines, milieux sont partagées. Mais ce qui fait que les milieux sont différents, c'est qu'on n'utilise pas les mêmes mots. Donc, moi, il y a des choses que je sais du côté de la recherche que je comprends être appelées différemment dans un certain milieu. Par exemple, l'éducation thérapeutique du patient, c'est quelque chose qui est très utilisé dans le côté médical santé. Et en psychologie, j'ai jamais entendu parler de ça. Alors que euh, j'imagine, et d'ailleurs un de mes objectifs c'est de me former, au moins de voir ce qu'il dit, mais j'ai parlé à un ami kiné, et en fait, globalement, tout ce qui est de l'apprentissage, de l'accompagnement au changement, de la construction de relations de confiance, etc. Ça, c'est des thématiques que je connais qui doivent être étudiées de manière transversale dans l'éducation thérapeutique du patient, mais c'est pas appelé de la même manière. Donc voilà, pour moi, c'est ça la grosse phase de découverte, c'est qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que vous savez, et comment on discute de la même chose, et comment on est sûr qu'on utilise les mêmes mots. Ça me fait un petit peu penser à quand on rencontre quelqu'un avec qui on s'entend bien. Au début, il y a cette première phase où je sais pas, des blagues, on fait une blague qui passe mal. Ah ouais, pour toi, ce mot-là, il veut dire ça. Ah d'accord. Et en fait, voilà, c'est le moment de trouver un code commun. Donc c'est plutôt à moi de rentrer dans les codes parce que je rentre dans un milieu, donc comprendre comment les idées sont transmises et quels sont les mots. Donc ce que je fais, c'est que j'ai un fichier Excel. Et ça, je trouve ça vraiment très important quand on rentre dans un milieu. Euh, Fichier Excel, j'ai
une première feuille avec les personnes, donc des personnes plus ou moins importantes, hein, mais que j'ai définies comme étant intéressantes, importantes, directrices de je sais pas quoi, ou qui représentent un rôle qui m'intéresse, que je connais pas ou dont je comprends pas trop la fonction. J'ai des mots-clés, donc par exemple l'éducation thérapeutique du patient, patient partenaire, patient advocacy, c'est des choses que je découvre et du coup, et ben, je me fais une sorte de dictionnaire où quand j'ai du temps, je vais voir et je vais dire mais attends, ça c'est quoi vraiment? Ça veut dire quoi? Euh, et ça m'aide beaucoup. Et je vois aussi les institutions du milieu. Et sincèrement, si on fait ça et qu'on prend chaque ligne, chaque personne, on va voir ce qu'elles font, chaque nouveau mot qu'on apprend, ou en tout cas, même si on connaît le mot, je veux dire, son emploi, comprendre son emploi, d'où il vient, et les institutions, qu'est-ce qu'elles font. Je pense que c'est une bonne méthode pour entrer dans un milieu et le comprendre, sachant qu'on peut très vite même devenir plus expert que les personnes, en tout cas sur les mots qui sont utilisés, parce que beaucoup les ont utilisés en rentrant dans le milieu petit à petit. Et j'estime que moi, mais vous aussi, si on va tous voir les mots qu'on utilise tous depuis le début, voir les définitions, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, et bah des fois, on est plus expert que les experts sur ces sujets-là, et ça permet d'être un peu mieux euh, introduit dans certains cercles, parce que ils voient que, ok, vous voyez ce que ça veut dire, limite mieux, voilà. Enfin, par exemple, euh, bah moi je suis psychologue, on a grandi avec la notion de psychologue. Je suis pas sûr qu'en demandant à 20 psychologues différents, ils aient une définition très claire et très précise de toutes les sous-disciplines de la psychologie, par exemple, ni une définition prête à être donnée. Parce que moi j'ai une idée de certains, mais je suis sûr que si on me demandait, je serais pas très très précis ou je m'en voudrais de l'imprécision que je donnerais aux définitions. Et donc, si un non-psychologue vient et aller voir les subtilités des sous-disciplines et discute avec moi en ayant ça en tête, je le verrai. Et bah ouais, ça fait passer la personne pour un initié et je pense que c'est agréable. Donc c'est ce que j'essaye d'être en retour. Euh, Par rapport à ma stratégie de communication et ses formations, et bah, le, le building public est lancé. À l'heure où je parle, donc j'enregistre le premier épisode après le zéro. Donc pour l'instant, il ne s'est rien passé. Euh, j'ai pas encore posté le premier épisode. Donc je suis actuellement à la fois excité, à la fois stressé, hâte d'avoir des retours et hâte de voir si la transparence, la méthode de communication, le building public sera bien reçu. Donc j'en suis là, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, puisque je suis dans l'état on va dire dans ma tête, c'est comme l'épisode zéro, donc voilà, j'ai mes raisons, mes objectifs qui sont en tête. Ensuite, par rapport à l'entreprise, euh, bah, j'ai un gros point quand même qui est il faut y aller maintenant. C'est-à-dire que c'est bon, j'ai vu quelques personnes, j'ai une bonne idée de ce que je veux dire, de ce que je veux faire. Maintenant, il me faut des offres, il me faut un objectif, il faut budgétiser. Voilà, il faut y aller. J'ai l'impression que j'ai toutes les armes, qu'il y a des compétences évidemment que je vais apprendre, que je risque de me tromper, etc. Mais ça y est, il faut y aller. Je vois ce que je peux faire, je vois à qui je peux le vendre, donc ça y est. Donc les objectifs là pour les prochains temps, ça va être définir deux ou trois offres précises, comme ça je sais ce que je peux vendre et comment l'adapter selon les besoins. Avoir un objectif financier détaillé et un plan pour le réaliser. Et il faut que je prenne la décision, j'ai une décision à prendre en fait, sur quel type de formation je fais. En fait, dans le domaine de la santé, je peux décider de faire des formations qui sont remboursées potentiellement par des institutions. Donc logiquement, euh, beaucoup demandent d'être certifié Calliope et on m'a déconseillé fortement d'être certifié Calliope. Et donc ceux qui ne demandent pas forcément d'être certifiés Calliope, et bah, il en reste un, c'est l'ANDPC. Euh, et
je voulais voir comment avoir une formation, dispenser pardon, une formation qui était remboursée par cette institution. Mais j'avoue qu'en discutant de mon sujet de thèse à plusieurs personnes, euh, dont des gens dans le business, et du coup qui m'ont donné un œil pas que qu'est-ce que les gens de la santé attendent, mais aussi qu'est-ce qui marcherait le mieux. J'ai l'impression que sans me le dire, tout le monde me guide vers le fait de faire une formation vraiment sur la relation de confiance patient-soignant, plutôt que ce que je comptais faire, qui est une formation sur les PREMS et les PROMS, donc l'évaluation du parcours patient, euh, qui est pas très loin du tout de mes thèmes de recherche, surtout que je suis associé à un projet de recherche sur ce thème-là, donc j'ai des choses à dire, des choses à transmettre, et puis je peux largement rattacher en fait le sujet de l'évaluation du parcours patient et de l'amélioration du système de santé à comment faire en sorte en fait qu'il y ait une bonne relation, que vous soyez bien perçu par les patients, et donc en fait le rattacher à mon sujet de thèse. Enfin voilà, j'ai trouvé mon compte, et sur ce que je pense de mes capacités et sur ce qui serait acceptable pour être remboursé. Mais voilà, je suis pas sûr. Peut-être que je vais en faire les deux en même temps. Peut-être que je vais décider uniquement de me concentrer sur une. Je pense que c'est la décision la plus sage. Mais voilà, ça fait partie des questions sur lesquelles il faut que j'avance cette semaine. Et enfin, je m'étais noté de regarder un peu plus précisément ces histoires de communication et de posts mofu, dofu, mofu, bofu, tofu. En général, revoir quelques bases de communication pour affiner ma stratégie, même si je l'ai dit dans l'épisode 00. Et bah, j'ai quand même du coup un podcast par semaine qui va sortir, associé à un post. Là, j'ai des nouvelles assez satisfaisantes à mettre en avant sur LinkedIn. Euh, donc j'ai un petit peu de marge, mais voilà, il faut que je sois un peu plus clair sur comment faire une bonne communication et du coup aller chercher un peu de théorie dessus. Donc objectif de la semaine sur l'entreprise, définir 3 offres, avoir un plan détaillé de la formation remboursée pour savoir exactement ce que ça impliquerait de faire ce type de formation. Et apprendre sur la stratégie Mofu, Bofu, Tofu. Voilà. Dernière partie, développement personnel. Euh, alors, bon, c'est la rentrée. J'ai pas pour habitude de faire des résolutions parce que, bon, ça fait peut-être cliché, mais les résolutions, j'essaye vraiment de les prendre tout au long de l'année, au bon moment. Mais j'aime bien aussi me donner des phases, hein, me dire à la fin du mois, je fais ça, etc. Mais je veux dire, j'ai pas beaucoup plus ni moins de résolutions en début d'année qu'en plein milieu d'année. C'est juste que j'étais à une phase où il y allait avoir des changements, donc j'allais avoir des résolutions. Bon, tout ça pour dire mes résolutions, mais ce sera plutôt des objectifs de la semaine. Alors, le but, c'est de reprendre la routine. Donc, j'ai adopté une routine du matin, là, depuis peut-être un mois ou deux, qui me va très bien et qui est à la base me réveiller à la même heure, me coucher à la même heure déjà. Ensuite, prendre quelques compléments. Alors, pour l'instant, je prends des compléments en Griffona qui sont précurseurs de la sérotonine. Donc, pour l'humeur, globalement, ça joue, mais aussi pour le côté digestif et également un petit peu le sommeil. J'ai senti, en fait, avant, je prenais un petit peu des compléments comme ça pour tester sans trop savoir. Et maintenant, j'en prends moins et j'essaye vraiment de comprendre d'où ça vient et pourquoi je le prends et surtout si je sens un effet. Donc là, j'ai senti l'effet, surtout au niveau de l'humeur. Je sens que, disons que mon humeur est moins labile, on va dire que ma moyenne est plus haute. Je suis plus entre 4 et 8 que entre ce que j'ai déjà connu, soit un 10, soit 2 6, quelque chose comme ça, si je devais noter sur 10 mon humeur.
Donc ouais, ça rend pas heureux, mais j'ai l'impression que ça soutient un petit peu, voilà, ça lisse un peu la moyenne, disons. Donc voilà, et ensuite, après avoir pris mes compléments, je vais marcher, et ensuite je commence à travailler. Donc c'est, je sais pas ce que ça renvoie comme image, si ça paraît beaucoup ou pas. Moi, c'est déjà beaucoup en fait d'avoir une habitude, de faire toujours la même chose, de sortir dehors le matin marcher une demi-heure. C'est déjà beaucoup, je me sens bien comme ça. Et là, mon objectif de la semaine, c'est de m'y tenir, de reprendre le rythme au point que bah, j'ai oublié de. Il n'y a plus d'effort, je veux dire, à émettre le comportement. Enfin, j'estime qu'une habitude, elle est bien ancrée quand on réfléchit plus à la faire. Et j'ai eu un peu peur parce que, évidemment, je l'ai perdu en vacances. J'ai eu un peu peur, mais en tout cas, bah, ce matin, tout allait bien. Donc voilà. Reprise de la routine. Ensuite, vis-à-vis de mon développement personnel, je réfléchis encore à ce point d'ailleurs. J'aimerais arrêter YouTube. Donc YouTube, c'est mon média, réseau social pour certains, favori. J'y passe beaucoup de temps. Alors, il faut savoir que LinkedIn, j'y passe 90% du temps professionnellement. En fait, personnellement, c'est juste quand je m'y perds et je me dis mince, j'ai passé plus de temps que prévu. Mais en fait, c'est professionnel et je le vois comme ça. Facebook, j'utilise Messenger pour parler à mes amis donc, et à un niveau assez satisfaisant, donc ça me va bien. J'ai pas Twitter, j'ai pas Instagram. Donc voilà, j'ai réussi à m'émanciper un petit peu des réseaux sociaux, bien que les formats courts sur YouTube me prennent. Il suffit que j'y aille une fois et ça y est, c'est fini. Je passe une période où pendant une semaine, je vais y aller souvent. Mais j'ai réussi à arrêter ce type de format aussi. Mais là, j'aimerais aussi arrêter YouTube en fait, parce que de regarder YouTube, je veux dire, parce que je sens que ça me prend du temps, même si on a besoin de temps de divertissement. Mais là, je ressens le côté addictif en fait. Je ressens que je cherche des vidéos pour chercher des vidéos, que dès que j'ai du temps libre, je vais sur YouTube. Et en fait, j'aimerais me désensibiliser de YouTube. Et donc faire un gros stop pour me vider les batteries et ensuite reprendre quelque chose de cordial où voilà, je regarde une heure par jour, deux. Et même si je limiterai pas par heure, c'est surtout j'y retrouve plus de plaisir et j'ai vraiment une espèce de compulsion où juste je vais sur YouTube parce que j'ai du temps libre et je finis par cliquer sur n'importe quelle vidéo. Mais voilà, retrouver vraiment du plaisir en faisant un gros stop. Euh, donc je sais pas si j'arrête YouTube de la semaine ou si je me le cap, enfin YouTube divertissement, parce que évidemment j'apprends beaucoup sur YouTube, notamment des stats, etc. Ça, je peux pas me l'interdire, ça a ralenti mon travail. Mais YouTube divertissement, soit je me l'interdis cette semaine, soit je me l'interdis à partir d'une certaine heure, style 20h, 21h. Et vu qu'il faut se challenger, allez, on va se donner l'objectif de pas regarder YouTube divertissement de la semaine. Voilà, je suis même pas sûr d'assumer mes propos, mais maintenant c'est dit publiquement, donc on va faire ça. Je vais remplacer par l'écoute de podcasts où j'y trouve plus de plaisir, c'est moins compulsif et je vais plus vers des podcasts instructifs, donc j'y perds moins de temps. Faut savoir que j'ai beaucoup de mal à lire et c'est sûrement dû à la suractivité que je cherche sur YouTube et un petit peu, je dirais pas une baisse d'attention parce que j'ai jamais su lire, même avant les réseaux sociaux. Mais si en plus, voilà, j'ai pris l'habitude d'être sur des contenus avec des montages rapides, bah, peut-être que ça aide pas à ma lecture. Donc mon objectif, c'est écouter des podcasts, euh, reprendre la lecture et puis faire un petit peu de musique parce que je fais de la musique et c'est quelque chose que je perds euh, et que je fais et je regarde YouTube à la place de faire de la musique et je trouve ça dommage. Donc voilà, pas de YouTube cette semaine. Dans ma routine aussi, mais c'est pas la journée, c'est plutôt la semaine, et bah, c'est aussi de reprendre le sport et de m'y tenir. Donc je ne suis pas un gym bro, je ne vais pas à la salle.
J'y suis déjà allé, j'y retournerai sûrement, mais en ce moment, j'essaye de retrouver du plaisir dans le sport parce que je n'aime pas la salle. Et donc je fais de la boxe, du basket et une petite séance poids de corps chez moi, voilà, des pompes, des abdos, des squats. J'essaye cette version, mon but c'est de tenir ça plusieurs mois, au moins 3, pour voir si je peux améliorer mon physique ou au moins mes performances en ayant voilà, des sports qui me plaisent bien et où j'ai beaucoup plus de difficultés à m'y tenir. Et puis si ça fonctionne pas, je retournerai sûrement à la salle ou je trouverai un autre entre deux. Voilà. Ensuite, donc le sport. J'aimerais également boire moins d'alcool ce mois-ci. Euh, j'ai diminué ma consommation d'alcool au fur et à mesure. Je compte faire en sorte que ça continue parce que c'est important pour moi de sortir entre amis et de se rencontrer au bar. Mais je pense qu'on peut très bien boire une bière ou deux et rentrer pas trop tard et le lendemain être à fond et on aura passé quasiment une aussi bonne soirée que si on était resté une heure ou deux de plus et une bière ou deux de plus. Donc étant donné que bah, j'ai du travail quand même entre la thèse et l'entreprise, voilà, moins boire, pas forcément moins sortir, quoique, mais surtout sortir peut-être plus le midi, manger au resto avec des amis le midi et le soir, voilà, moins longtemps. Moins souvent, moins longtemps, et essayer de trouver cet équilibre entre beaucoup travailler, mais également penser à soi, faire du sport, voir des amis, et voilà, je veux pas être... peut-être que je le deviendrai, peut-être que c'est nécessaire, mais pour l'instant, ma vision de la vie, c'est de pas être l'entrepreneur qui fait 70 heures de travail et qui tue ses années de 20 à 25 ans pour pouvoir être riche à 30. Je pense aujourd'hui qu'il y a un juste milieu et mon but c'est de trouver ce juste milieu. Je travaille beaucoup, je suis pas aux 35 heures, mais je suis pas aux 50 non plus. Je suis entre les deux, je compte pas forcément, j'essaye de rajouter des heures quand je sens que je peux et de trouver une routine qui fait que je tiens sur la durée et de répondre aux objectifs. Voilà, boire moins d'alcool, et ça ira très bien. Et enfin, bah, c'est lié au reste. Vu que j'arrête YouTube, j'aimerais reprendre la lecture aussi. Et donc, objectif, avancer sur le nouveau livre que j'ai acheté, que certains connaîtront sûrement parce qu'il est assez répandu, c'est Comment se faire des amis. Alors, c'est pas que j'ai besoin de me faire des amis, c'est que déjà c'est un classique du développement personnel, donc je prends, pourquoi pas. Et en plus, j'aimerais bien voir si ça peut m'étonner par rapport à bah, mes acquis en tant que psychologue, parce que psychologue social, la dynamique de groupe entre les gens, le relationnel, j'estime que je suis difficilement étonnable, donc j'ai pas envie de passer pour un expert, mais bref, j'ai déjà regardé des vidéos YouTube, des gens parlaient des relations, etc. Et bah, comme je l'ai dit, c'est des nouveaux domaines, donc les idées sont transmises de manière différente. Mais globalement, il n'y a rien qui m'étonne, mais ça ne veut pas dire que je crois tout savoir. Justement, la démarche va dans ce sens. Allons vers les classiques du développement personnel et voyons comment on apprend à comment se faire des amis. Et en plus, je pense que ça peut être un vrai complément dans mes connaissances et dans mes formations, parce que on n'a pas vraiment de point de vue de développement personnel, je trouve, en psychologie. Alors que c'est dommage, et du coup je pense que faire la part des choses entre mes connaissances en psycho et ce que je vais pouvoir lire en développement personnel, ça pourrait m'être utile pour mes formations, parce que comment se faire des amis, pour moi, c'est en fait comment avoir de bonnes relations. Et donc comment avoir de bonnes relations entre médecins et patients, bah, ça va être mon cœur de métier. Donc voilà, pour moi c'est un petit écart disciplinaire, mais très très petit pour enrichir mes connaissances et la construction de mes prestations. Donc voilà, objectif, reprise de la routine, arrêter YouTube, euh, moins d'alcool, 3 séances de sport par semaine et lire un chapitre.
je suis gentil avec moi-même, j'ai vraiment pas l'habitude de lire. 2. Comment se faire des amis. Voilà, je vous ai présenté ma première étape sur ma thèse, mon entreprise et mon développement personnel. C'est donc la fin de ce réel premier épisode de Bip Bip. Et donc, comme je l'ai annoncé dans l'épisode 0, je vais, si j'arrive à le mettre, lancer une pub à la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, je vous propose de me laisser un commentaire sur les services qui permettent de le faire, à noter 5 étoiles si ça vous a plu, à m'envoyer un MP pour m'envoyer un retour, et puis à écouter la pub que je vais laisser pour me soutenir si vous pensez que mon travail le mérite. Je vous remercie.